Donc, je souhaitais la bienvenue à ceux qui se connectaient cet après-midi ou qui venaient d'arriver. Et donc, j'ai le très, très grand plaisir de présenter notre intervenant suivant, qui est donc Caroline Pascal, doyen de l'inspection générale. Alors, pour te présenter, eh bien, en fait, tu es une hispaniste qui a travaillé vraiment dans à peu près toutes les fonctions de ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur. Tu as été prof en classe préparatoire, tu es agrégé, bien entendu, tu as été professeur en classe préparatoire, tu es ensuite devenu maître de conférence à l'université où nous avons été collègues. Tu as présidé le jury du CAPES externe et aussi l'agrégation interne. Donc, tu connais aussi parfaitement les concours de l'intérieur. Puis, tu es passée à l'inspection générale, tu étais inspectrice générale d'espagnol. Je n'ai pas révisé, donc je ne connais pas les dates. 2009. Mais voilà, merci, 2009. Et puis, de façon assez récente, maintenant ça doit faire 3 ans, non, que tu es donc voilà, doyenne de l'inspection générale. Alors, nous te connaissons bien dans l'hispanisme, bien entendu. Moi, j'ai la chance de très bien te connaître. Donc, voilà, nous t'avons sollicité en tant que doyenne de l'inspection générale pour interroger donc cette articulation entre université et enseignement secondaire et éducation nationale de façon plus générale, au même titre que Yann Perron qui est intervenu ce matin aussi et qui a parlé de certains des aspects. Et donc, nous sommes très, très heureux et vraiment très honorés que tu aies accepté cette invitation. Et donc, je vais te donner la parole. Et voilà, avec tous nos remerciements à nouveau. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Je mentirais si je disais que je n'étais pas très heureuse de vous retrouver et puis de voir des noms là, que je reconnais aussi sur la mire. Donc, bonjour à tous d'abord et merci de votre accueil. Merci à Hélène de m'avoir proposé de venir échanger avec vous sur ces sujets qui sont des sujets essentiels. Et en effet, par ma position aujourd'hui à l'inspection, j'ai le double regard, si je puis dire, celui d'avoir été d'une part évidemment enseignante à l'université et de travailler avec le MESRI. Et puis, puisque l'IGSR a cette double tutelle, MESRI et MENJS, donc enseignement supérieur et éducation nationale. Donc c'est vrai que du coup, c'est un sujet où on a pu être extrêmement présent et dont on suit avec attention. Et comme le disait Hélène, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que nous sommes connus. J'ai eu la charge à la fois du CAPES externe à un moment où une première réforme était déjà à mettre en place, donc en 2013, et puis l'agrégation interne ensuite. Ce qui me donne, j'oserais pas dire une bonne connaissance, parce qu'on n'a jamais une connaissance complète des choses, mais quand même une expérience importante sur ces concours. La question que me posait Hélène, qui est celle de l'articulation d'enfants, et peut-être d'une certaine manière la place de l'enseignement supérieur dans les concours de recrutement aujourd'hui, m'invite en réalité à deux perspectives. La première qui est en renfort, si je puis dire, ou vraiment en appui de l'université. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête que les concours d'enseignement, qui sont des concours de recrutement, ne sont pas à la main pour leur préparation de leurs recruteurs étant l'éducation nationale, mais bien à la main de l'enseignement supérieur à travers les préparations qui sont faites par les universités. C'est une curiosité française. D'abord parce que dans certains pays, l'université forme les enseignants, mais il n'y a pas de concours. Donc ensuite, ils se présentent eux-mêmes, ils candidatent pour enseigner, mais il n'y a pas ce système de concours. Et à l'inverse, dans certains autres pays, il y a un concours, mais qui est ou sur un modèle qui a pu être autrefois celui de nos écoles normales d'instituteurs, où il y avait une formation ad hoc et puis un concours ad hoc, et tout ça échappait à l'université. Donc le premier point, je crois, c'est vraiment de comprendre et d'avoir en tête qu'il y a une spécificité française qui tient à conserver la préparation des concours de recrutement d'enseignants à l'université. C'est aujourd'hui, dans certaines disciplines, majoritairement le MEF, mais dans d'autres disciplines, largement pas. Et ça va, autant c'est très majoritaire pour les concours des
professeurs des écoles, autant dans le second degré, donc pour les CAPES et pour les agrégations, la part prise par le MEF est extrêmement variable et peut aller de 40%, rarement plus. Hein. Donc, ça veut dire que les masters recherche continuent d'irriguer plus encore les concours de recrutement que les masters MEF. Et dans certaines disciplines, je citerai la philosophie, c'est à peine 10%. Donc, on voit bien que, et les MEF sont universitaires. Donc, ce que je tiens à le dire, il n'est pas question là d'opposer INSPE et département UFR de recherche, enfin d'enseignement et de recherche. Donc, la préparation et dans le fond la charge, la mission qui est donnée de préparer les enseignants est restée à l'université, quelles que soient dans le fond les réformes qui ont été menées. C'est la première chose. La deuxième chose qui conforte aussi l'université, c'est le passage du concours à +5. C'est une année de plus de formation exercée par l'université. Ça pose d'autres questions sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, notamment sur l'attractivité de nos étudiants, notamment dans certaines disciplines. Je ne suis pas sûre qu'on soit directement concerné par l'espagnol, et si j'en crois les quelques échanges que nous avons pu avoir avec Yann, parce qu'il fait partie de la même équipe, donc on se parle. Je sais qu'il a dû vous parler de l'espagnol plus particulièrement, et notamment du fait qu'on a un très beau taux de pression, si je puis dire. Donc les concours d'enseignants d'espagnol restent extrêmement attractifs et permettent du coup de sélectionner absolument les meilleurs et d'avoir des lauréats qui sont des lauréats de très grande qualité. Donc, je ne répéterai pas ce qu'il a dit puisqu'il m'en a dit que 2 phrases que je viens de vous répéter là, mais je pense qu'il a argumenté et qu'il avait les éléments pour le faire de manière très précise. Donc, ce n'est pas forcément vrai pour l'espagnol, mais il y a un certain nombre d'autres disciplines, notamment l'anglais, notamment les mathématiques, pour lesquelles une année de plus à l'université et un diplôme, quand bien même c'est un concours Bac+5, fait entrer dans des autres concurrences qui ne sont pas toujours au bénéfice et au profit de l'éducation nationale et du métier d'enseignant. Néanmoins, cette année en plus, si je puis dire, et donc ce niveau élevé à Bac+5 est une année de plus de formation universitaire, avec ce souci que le niveau disciplinaire soit encore qualifié, si je puis dire, ou encore approfondi pendant cette dernière année de M2. Alors, là encore, j'y reviendrai. C'est évident que, notamment pour ceux qui suivent le master MEF, la lourdeur du master lui-même, dans lequel on a souhaité mettre des enseignements disciplinaires qui continuent à construire la formation disciplinaire de nos enseignants, une initiation à la recherche, et qui est un peu plus qu'une initiation, notamment avec le mémoire à rendre, plus une connaissance du terrain, qui finit en effet par rendre aussi bien l'année de M1 que l'année de M2 relativement lourde. Et je reviendrai sur les raisons, dans le fond, de cette charge. Toujours est-il que ce que je voudrais dire là, c'est que dans les réflexions qui ont été menées autour d'une nouvelle évolution du concours, cet axe d'une formation disciplinaire de très grande qualité et de haut niveau n'a jamais été oublié. Moi, j'ai participé dans mon rôle à l'ensemble des discussions avec la DGRH et avec la DGESCO, qui est donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, avec le réseau des INSPE et avec la CPU. Et il a toujours été extrêmement clair que la base du métier se construit, ou en tout cas le socle du métier, c'est celui de la formation disciplinaire. Avec quelque chose qui va plus loin que l'expertise disciplinaire, c'est même la légitimité dans la classe et donc la confiance du professeur. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se sent solide dans la discipline qu'on enseigne qu'on est légitime face aux élèves et qu'on a confiance du coup quand on rentre dans la classe. Je dis ça de manière, encore une fois, sans nuance et un peu schématique. Ça n'exclut pas pour autant d'excellents experts disciplinaires qui, dans la relation pédagogique, sont en difficulté et dont la légitimité se déconstruit
face aux élèves, parce qu'il n'est pas créé. Hein. Mais c'est pas grave. Je me suis connectée avec le téléphone, le partage de connexion. Il n'y a pas de souci, on verra ça. Il est confiant aussi dans la maîtrise de sa vie. Tu as pas les notifications pour y Donc, c'est un les dernières capital. T'en as quelques-unes Aucun des deux ministres. Là, j'en ai pas. Mais si tu veux, ce que je fais, le réflexe, c'est le vendredi en général, ou lundi matin, je me connecte et je vérifie. Là, il n'y en avait pas. C'est vraiment le point très important. Après, et du coup, j'ai le réflexe. Bon, avant, il n'y avait que l'université. C'est pas grave. J'ai introduit ça dans mon réflexe. Donc, j'essaie de. Et sinon, tu sais, tu me fais un texto et souvent j'ai réagi. Voilà. Mais je vérifie régulièrement. Mais je n'ai pas en tout cas, des enseignants, qui soient des enseignants qui puissent aussi bien enseigner en master MEF qu'en master recherche et en prépa grec et en premier cycle universitaire. Il y a cette fluidité, cette porosité entre les différents types d'enseignement et au sein de l'université. C'est donc vraiment important que l'INSPE soit vraiment une composante de l'université et ne finisse pas par, d'une certaine manière, décrocher de l'université. Donc, puisque la question était celle-ci, le lien ou la place de l'université dans cette formation, voilà les bases sur lesquelles la réflexion a été conduite. Après, et je crois qu'il faut que les universitaires l'entendent aussi, le recruteur, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a aussi des besoins propres, notamment par rapport à ses enseignants. Le premier besoin pour ces enseignants, c'est qu'ils maîtrisent l'espagnol qu'ils vont enseigner. Bon, là-dessus, on revient sur ce qui a été dit auparavant, ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire que c'est aussi la première des qualifications attendues par le ministère recruteur, si je puis dire. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ça s'arrête d'autant moins là, si je puis dire, que la population de nos élèves a changé, et elle n'a pas changé ni par onction divine, ni par mouvement de population. Elle a changé simplement parce qu'on a considérablement ouvert, et notamment le lycée, mais pas seulement, on a considérablement ouvert l'enseignement secondaire à des élèves. Je regardais avec curiosité le pourcentage d'une classe d'âge qui avait passé le bac en même temps que moi, c'est-à-dire en 84, on était 40%. Dans les années 60, ils étaient 20%. Autrement dit, il y a eu quand même jusqu'aux années 84-85, et c'est pour ça que cette date est relativement intéressante, j'y reviendrai, il y a eu globalement quand même une sorte de stabilité doublée entre les années 60 et les années 80, c'était déjà beaucoup, mais on voit bien que 40% d'une classe d'âge, ce n'est pas 80. Aujourd'hui, c'est 80. Dans ces 80, il y a toute la partie lycée professionnel. Donc, la proportion de bacheliers généraux et technologiques n'est pas passée de 40 à 80, elle est passée, si je ne me trompe, de 40 à 60 ou à peu près, mais on a eu par ailleurs la forte poussée du bac professionnel, qui n'est pas hors champ dans notre discussion d'aujourd'hui, parce que le CAPLP est rénové de la même manière que le CAPES externe. Donc, cette question-là est une vraie question, c'est-à-dire que le public n'est plus tout à fait le même. J'ajoute à ça, donc là, pour définir ce public, je parlais dans un premier temps déjà de cette ouverture très très forte sur une population qui n'était pas dans les classes de lycée et qui même partait assez vite en cours de collège. Mais par ailleurs, il y a aussi des générations qui ne se ressemblent pas, une société qui bouge, qui change, qui va très vite, des moyens d'information et de formation qui se multiplient, qui d'une certaine manière font concurrence au métier d'enseignant, et en tout cas pour les élèves. Et donc, tous ces éléments-là font partie d'une évolution du public qui suppose aussi une évolution des métiers. Donc, si la base disciplinaire reste absolument le socle, il est nécessaire aussi de s'assurer qu'on n'a pas des experts disciplinaires totalement hors sol et qu'ils ont réfléchi avant de se retrouver pour la première fois en classe sur la façon dont ils vont transmettre
cette culture disciplinaire qui est la leur, d'où l'écrit d'eux, mais je reviendrai sur l'évolution des épreuves, hein, mais qui est quand même très progressive. On est arrivé très progressivement à ce modèle-là. Il n'est pas né de nulle part. Et donc, ce besoin de vérifier la capacité de transmission et d'adaptation à ces publics qu'on va rencontrer, que ce soit les publics de collège, que ce soit les publics de lycée général et technologique, que ce soit les publics de lycée professionnel. Ça, c'est le point très important, hein, qui a sans doute conduit depuis maintenant une dizaine d'années à l'évolution des évaluations ou des épreuves de concours, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Et puis, et c'est ce qui m'amènera à parler aussi de l'oral 2, le besoin de vérifier que les professeurs qui entrent dans la carrière partagent les valeurs qui sont celles des valeurs de l'école, qui sont aussi celles des valeurs de la République, qui sont aussi celles de la République, mais qui sont avant tout les valeurs de l'école. Alors, c'est un point important sur lequel, évidemment, on peut toujours s'interroger, hein, on y reviendra parce que je vais revenir un tout petit peu sur l'évolution des épreuves, mais on peut s'interroger, c'est un symptôme, pour moi, du fait qu'on n'est plus complètement certain dans notre société d'une adhésion globalement, voire majoritairement, voire unanimement partagée à ces valeurs. Et qu'on peut estimer tout à fait légitime que tout le monde ne partage pas l'idée de l'école que l'État porte. Mais à ce moment-là, on ne demande pas ou on n'entre pas dans un métier qui est un métier de fonction publique, donc qui est quand même un métier de fonction de serviteur de l'État, et on fait autre chose. Je parle là des valeurs de l'école. Sur les valeurs de la République, on pourrait aller encore un peu plus loin et espérer que l'ensemble de la société les porte et y adhère, mais contentons-nous même simplement des valeurs de l'école. C'est un sujet nouveau, c'est un sujet préoccupant, et donc il est paru naturel que les concours permettent aussi de vérifier cette adhésion aux valeurs de l'école, tel que l'enseignant va être amené à les porter, et quand je dis les porter, c'est les porter en partie dans son enseignement, mais c'est surtout les porter dans son comportement. C'est l'origine, si je puis dire, de l'oral 2. Alors, si j'en viens aujourd'hui aux concours tels qu'ils vont désormais se présenter, et là, d'une certaine manière, je me repositionne quasiment en présidente de concours de 2013, dont je rappelle pour les quelques-uns qui étaient avec moi à ce moment-là, c'était peut-être même 2011, qui étaient là avec moi. Je rappelle simplement que quand j'ai pris la tête du CAPES externe à ce moment-là, la moitié du jury avait démissionné contre la réforme qui arrivait. L'autre moitié se demandait ce que voulait dire l'arrivée d'une inspectrice générale à la tête du jury, et avec le sentiment toujours assez soupçonneux que ça allait permettre de mettre en place des choses que l'université n'aurait jamais mises en place. Bref, le contexte était déjà le même, si je puis dire, même je trouve plus dur ou plus réactif que cette année ou que ces derniers temps. Par ailleurs, et à l'époque c'était déjà le cas, souvenez-vous, il était question déjà d'épreuves professionnelles. On parlait d'épreuves professionnelles, de mise en situation professionnelle. C'est vraiment le moment où on a introduit ce genre de terme dans les concours. Je crois qu'on est plusieurs, en tout cas dans la salle, à pouvoir dire que, ça n'a pas modifié la culture disciplinaire et professionnelle qu'on attendait de nos enseignants, que ça nous a obligés collectivement à travailler sur cette idée, ou en tout cas même ce mode de transmission de la culture disciplinaire académique qu'il fallait que nous transmettions nous-mêmes, si je puis dire, aux enseignants. Ça a permis aussi, je le rappelle, une osmose intéressante entre les enseignants du secondaire qui avaient cette pratique pédagogique, une connaissance de la classe, des élèves, etc.,
avec des universitaires qui, eux, avaient, dans le fond, la science académique très récente, parce que ces enseignants du collège ou du lycée pouvaient avoir un peu plus, une distance un peu plus lointaine avec leurs études, mais on a retrouvé une forme de connivence, si je puis dire, et surtout d'apport mutuel entre les professeurs de collège et lycée et les enseignants à l'université. Donc, tout ça me paraît relativement positif. Et finalement, ces épreuves se sont imposées d'elles-mêmes, hein, si je puis dire. Elles ont été travaillées. Hein. Il ne s'agit pas de se dire que ce ne sont pas des modèles qu'il faut travailler de manière extrêmement fine pour s'assurer qu'elles remplissent bien la mission qui est la leur, c'est-à-dire de permettre de discriminer des candidats qui maîtrisent ou pas les fondamentaux académiques qu'on considère nécessaires, et puis être en mesure déjà d'entrer dans la capacité, dans le jugement, dans l'évaluation, sur les capacités de transmettre et de mettre à disposition d'élèves, quel que soit le niveau, une connaissance académique, un niveau de maîtrise académique qui évidemment n'a rien à voir. D'où toutes les questions qu'on se posait, je vous rappelle à l'époque, et qu'on se pose toujours, sur la capacité de créer des sujets qui tout à la fois sont suffisamment solides académiquement pour qu'on puisse vérifier le niveau de maîtrise des candidats, mais qui soient réalistes dans le cadre de la classe, ce qui pose toujours des difficultés, et une difficulté relativement difficile à lever. Donc, du côté de l'écrit, finalement, la question a été plutôt un peu évacuée en 2013, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, il restait version thème sur une épreuve et puis la composition sur l'autre, mais la composition avait déjà cette vocation-là. Ce n'était pas forcément arrivé tout à fait à son terme, mais il y avait déjà cette vocation-là, hein, et déjà une vocation en tout cas d'accroche avec les programmes de lycée et collège, et l'idée qu'on traitait le dossier un peu dans une perspective déjà dite pédagogique. C'est surtout du côté de l'oral que la partie mise en situation professionnelle avait été nettement plus marquée par cet oral 1, si je puis dire, hein, dans lequel on retrouvait un dossier et c'était la construction d'une séquence que les enseignants devaient mettre en place. Et puis, il y avait cette épreuve d'agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Tout ça est en germe de la réforme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, on sentait le besoin d'articuler maîtrise disciplinaire et transmission pédagogique. 2, on avait déjà le sentiment qu'il fallait également vérifier une aptitude à porter les valeurs de l'école et à avoir un comportement de fonctionnaire, puisque les enseignants et les professeurs sont des fonctionnaires. Tout ça était donc présent, sans doute encore avec, je vous dis, à l'époque, la réserve était forte à l'université, avec le sentiment qu'on perdait notre âme et que l'avenir était bien sombre. Aujourd'hui, la réforme qui est proposée, je reviendrai après sur l'oral 2, et sans doute, je ne vais pas le nier, un pas de plus dans cette direction, mais de manière extrêmement profilée, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est un pas de plus, mais exactement sur la même perspective, sur la même ligne. La deuxième épreuve, qui est donc l'épreuve disciplinaire appliquée, reprend exactement la façon dont était envisagé l'oral 1, c'est-à-dire qu'en réalité, cette construction d'un dossier avec un ensemble de documents qui pourrait être traité en classe et sur lequel on attend des enseignants, à la fois qui sont en mesure d'en apporter un regard critique dit universitaire et qui soient aussi en mesure de voir comment ils l'utiliseraient en classe. Pour venir, parce que je dois dire que je ne parviens pas absolument à tout suivre avec la même attention, donc une fois que les discussions ont porté sur les maquettes et sur la construction du concours, sur son modèle, j'ai laissé ensuite les plus compétents que moi, ou en tout cas les plus directement en prise sur les concours, créer des sujets zéro. Je veux dire que je suis allée regarder les sujets zéro d'espagnol que je n'avais pas encore eu l'occasion d'aller voir.
me suis dit qu'on n'était pas peu ambitieux. Un sujet qui comporte 8 documents, dont 4 doivent être analysés pour construire ensuite une séquence, c'est-à-dire en plus avec ce caractère discriminant, hein, c'est-à-dire quel document je choisis moi pour construire le sens de ma séquence, etc. En 4 heures, ceux qui vont réussir seront très très bons. Hein. Donc, c'est 6 heures, pardon, merci. Tu me rassures une seconde. Mais même en 6 heures, c'est loin d'être évident. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va tester là et évaluer des candidats dont ceux qui vont réussir sont vraiment très bons. Et on va évaluer dans cette épreuve-là, je laisse ceux d'entre vous qui sont préparateurs, mais on va évaluer là beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va évaluer en effet cette expertise discriminante, c'est-à-dire quel est le bon document et comment j'articule bien 4, je crois que c'est 4 des documents à choisir. Donc voilà, quel sens je donne, comment je le problématise, ce que moi je trouve hyper intéressant parce que c'était quelque chose jusqu'où on n'était pas allé. Je vous rappelle qu'on donnait la problématique, hein, m'interroger, enfin me poser un peu, enfin m'interroger un peu. Donc là, il y a tout ce travail véritablement de maîtrise académique, mais pour le coup, si on veut que ce soit vraiment adapté à une réalité, il y a des choses sur lesquelles la maîtrise académique devrait être relativement accessible, mais en revanche, il y a vraiment des choses en termes de construction de sens, de problématisation qui suppose de connaître le contexte de ces documents pour voir ceux qui ont vraiment raison de se parler, qui suppose une maîtrise académique forte et ensuite une fibre pédagogique travaillée. Donc, au regard des sujets zéro, je me dis qu'on a là un niveau d'ambition qui est un niveau d'ambition très important. Sur l'oral, bon, le premier oral est un oral assez habituel, hein, je pense que personne n'est véritablement surpris. Puis après, il y a cet oral 2. Alors, cet oral 2, j'entends et évidemment, je sais qu'il a fait un peu tousser. Il est là en réponse à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est agir en fonctionnaire, là encore plus approfondi, plus poussé, avec une double vocation, hein, puisqu'il y a 2 parties qui sont assez clairement identifiées. Une première partie qui revient sur le parcours, hein, de l'enseignant. Et là, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on est aujourd'hui au milieu du gué, mais que les candidats qui viendront des masters MEF auront, par rapport même à la génération d'il y a 10 ans, une expérience en classe qui sera plus réelle. Je me souviens, encore une fois, et pardon de jouer les anciens combattantes, hein, les anciennes combattantes, mais je me souviens bien qu'à l'époque, on se disait agir en fonctionnaire, c'est totalement virtuel. C'est-à-dire que, on va demander s'ils arrivent à l'heure le matin à 8 heures, et oui, ils vont répondre oui, quand bien même ils ont systématiquement des pannes de réveil. Et 2, on va leur demander de se mettre en situation de classe alors qu'ils l'auront, pour une partie d'entre eux, jamais fait. Ce sera moins vrai. Et ce sera moins vrai. Et puis, je dois le dire, et pour avoir participé aux réunions avec la CPU, avec l'INSPE, ce n'est pas tant entre le MENJS et l'ESRI qu'il peut y avoir de temps en temps des tensions. C'est entre le réseau des INSPE et la CPU. C'est-à-dire, c'est plutôt, est-ce que le master MEF va devenir de fait, hein, quasiment obligatoire pour passer les concours, ou est-ce que les masters recherche vont rester malgré tout un bassin d'alimentation de ces concours? Et on voyait bien dans les échanges que c'était cette question-là qui se posait. Alors, c'est vrai que plus le concours va devenir, j'aime pas beaucoup dire professionnalisant, parce que pour moi, la culture disciplinaire est professionnalisante, mais en tout cas plus pédagogique, plus les étudiants auront eu intérêt à passer par le master MEF, où ils auront eu cette expérience en classe. C'est ça qui va essentiellement distinguer, hein, des masters recherche. Donc, c'est sûr que ça aura tendance à pousser vers les masters MEF, mais encore une fois, on voit que même la réforme précédente n'a pas fait beaucoup bouger les lignes. Donc, il y a des disciplines dans lesquelles, de toute façon, le master MEF suffira. Et puis, des stages, d'autant qu'il y a des universités qui proposent quand même des stages à des gens qui sont en master MEF et qui recherchent et qui passent le concours. Donc, je pense qu'en effet, ça voudra dire quand même, à moyen terme, hein, qu'il faudra que nos candidats aient testé
ce que c'est qu'une classe, ce que c'est qu'un élève pour de vrai. Et sans se contenter de dire j'ai des enfants donc je sais. La crise, le confinement, la continuité pédagogique et le travail à la maison a montré qu'on pouvait être excellent père et mère et pas forcément pédagogue. Je crois que là-dessus, ça aussi, hein, ça a fait tomber un peu quelque chose. Donc, sur l'oral 2, l'obstacle, ou en tout cas l'objection qu'on pouvait avoir à l'installation d'Agir en fonctionnaire, qui était de dire on va interroger les gens sur des choses extrêmement artificielles et virtuelles, sera vraisemblablement moins vrai, puisque l'ensemble des candidats au concours auront eu une expérience d'enseignement. Après ça, l'intérêt de cibler véritablement un oral complet sur ces questions, qui a été une vraie question, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on conservait une partie d'un oral consacré à ces questions ou est-ce qu'on en faisait un oral très spécifique. La réponse qui a été apportée, qui a été tranchée, répond à deux objectifs. Le premier, c'est que il y a eu pour le coup une vraie demande de la DGRH, des ministères, donc recruteurs, de dire je pense qu'on est le seul métier où on ne vérifie pas par un oral de motivation que les gens qu'on recrute ont vraiment envie de faire ce métier. Là encore, je m'appuie sur mes expériences de présidente de concours. Hein. On était parfois, les uns et les autres, interpellés par des commissions qui disaient on a rencontré un candidat ou une candidate d'extrême qualité disciplinaire, mais on ne la voit pas 2 secondes devant une classe. Alors, on introduisait ce type d'évaluation ou ce type de critères dans nos grilles d'évaluation, mais pour autant, on ne les interrogeait pas sur les motivations qui les conduisaient à candidater pour ce métier. Alors là encore, on peut tout à fait se dire, et ce n'est pas faux, qu'on aura des candidats qui seront en mesure de dire qu'ils font ça par une fibre pédagogique qu'ils ont depuis toujours, qu'ils sont faits pour ce métier. Enfin, s'ils le disent en regardant comme ça et sans lever les yeux et en marmonnant, on s'en rendra compte. Alors, on s'en serait rendu compte aussi dans d'autres oraux, mais sur les autres oraux, on aurait autre chose à quantifier qui permettrait peut-être pas de renvoyer le candidat à une préparation ultérieure. C'est le premier point. Mais il y a eu, de ce point de vue, une vraie demande de la DGRH, ça c'est certain, du recruteur. Et puis, par ailleurs, la question s'est posée aussi de la manière de conduire à quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qu'était Agir, qui conduisait quand même à des mises en situation très stéréotypées, très répétitives, avec finalement assez peu d'éventail de questions à poser, et que l'intérêt d'avoir un oral plus complet, c'était de l'inscrire dans un vrai contenu. C'est-à-dire qu'on va interroger, comme on le faisait dans Agir en fonctionnaire, sur vous êtes professeur d'espagnol, vous faites un cours sur Cordoue et les 3 religions, et vous avez les 2 tiers de la classe qui sortent, vous faites quoi? Vous organisez un voyage scolaire en Espagne et vous avez des élèves qui ne veulent pas rentrer dans la Mezquita ou dans la cathédrale de Burgos, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça, c'est de la mise en situation. Ça conduit notamment ceux qui sont dans le Master MEF à s'interroger sur ces questions. Je crois que c'est aussi une manière de faire entendre aux candidats qu'ils vont se trouver confrontés à ce type de problème et qu'il faut avoir construit des réponses. Mais au-delà de ça, il y a aussi une vraie connaissance attendue du système éducatif et donc du métier dans lequel ils vont rentrer. On n'imaginerait pas, pardon de faire le parallèle parce que je sais que je vais me faire étriper dans la seconde, mais on n'imaginerait pas une entreprise privée ou publique recruter quelqu'un qui n'aurait aucune idée de ce à quoi ressemble en réalité ni le métier ni l'entreprise. Donc, l'idée que quand même nos candidats est une idée, pardon, le tournure de phrase qui n'est vraiment pas à droite, est une idée du vrai métier qu'ils vont avoir et de l'environnement dans lequel ils vont l'exercer est quelque chose d'important.
Et aujourd'hui, en plus, l'environnement n'est pas toujours aisé. Souvent, ces jeunes professeurs vont se retrouver dans un environnement d'autant plus difficile qu'il est important qu'ils le connaissent. Et là-dessus, un certain nombre d'outils sont mis à leur disposition. Alors, bien sûr, il y a ces outils sur les valeurs de la République qui ont été diffusés dans l'ensemble des INSPE et à partir desquels il y aura une réflexion possible à mener sur ces questions aussi, c'est-à-dire comment est-ce que nos disciplines portent les valeurs de la République et comment est-ce qu'on les transmet tout en faisant notre discipline. Et je pense qu'en langue, on a 1000 exemples, et j'en citais que 2, mais on a 1000 exemples très importants qui viennent, dans le fond, renforcer ou permettre de partager les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de tolérance, de laïcité, etc. Donc, tous ces éléments qui font le socle des valeurs de la République sont dans le fond, inhérentes à notre contenu disciplinaire, mais les profs de maths doivent aussi, ou de physique, et encore que la physique, ils ont aussi des voies d'entrée qui sont très simples, mais un professeur de mathématiques, qui était sans doute ceux qui se posaient le plus la question, ont aussi apporté ces valeurs qui sont les valeurs de l'école, et là je vais plus loin que les valeurs de la République, qui sont les valeurs de l'école, le sens de l'effort, l'équité dans le traitement de la classe, le sens de la fraternité, si on va jusque-là, en tout cas de la camaraderie, le regard porté sur les autres, qui ne soit pas nécessairement un regard d'hostilité. Enfin, tous ces éléments-là sont à faire entrer en réalité dans la sphère de l'enseignant. Et ce n'est pas forcément ce qu'il a en tête quand il arrive en master, en M1, et qu'il fait de l'espagnol depuis 3 ans par passion, par goût, etc., et qu'il a envie d'enseigner, mais qu'il ait une idée globale de ce qu'est enseigné. Et puis au-delà de ça, les questions pourront être posées aussi sur le système éducatif. Et là aussi, je pense que c'est important qu'un enseignant qui arrive dans le métier sache ce que c'est qu'un CPE autrement que par les mots d'absence qu'il a signés par son fils, et qu'il ait une connaissance de qui fait quoi, de qui a la responsabilité de quoi, et puis au-delà de ça, quels sont ses droits et ses devoirs, c'est-à-dire que comment il est protégé. On est à 3 jours, d'un peu plus, à 1 semaine de l'anniversaire de Samuel Paty, de la mort de Samuel Paty. On s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait très, très, très peu d'enseignants qui étaient en mesure de demander la protection fonctionnelle, qui savaient ce que c'était, qui connaissaient la façon dont ils pouvaient être protégés, qui savaient à qui s'adresser quand ils se sentaient menacés, qui étaient capables d'évaluer ce qu'était un véritable degré de menace, qui connaissaient au sein de l'académie les équipes valeurs de la République ou le référent laïcité, toutes ces questions-là, et l'inspection générale était aux premières loges pour le faire, puisque c'est nous qui avons fait le rapport des 15 jours qui ont précédé l'attentat pour voir comment les choses s'étaient passées en réalité. Et je ne le dis pas pour faire de la langue de bois, l'institution avait été présente, l'institution avait fait ce qu'il y avait à faire à chaque fois, mais on se rend très bien compte néanmoins que personne ne sait véritablement discerner le degré de menace, le professeur est tout à fait encadré et l'équipe de direction est très présente, la principale a fait un travail assez remarquable, enfin, quand je dis assez, c'est un euphémisme, elle a vraiment fait un travail remarquable d'accompagnement, etc. Mais le lien avec la police, le lien avec la commune et avec éventuellement des mesures de protection d'établissement, je rappelle, si vous n'avez pas lu ce rapport, diffusion libre, donc qu'en réalité on s'attendait beaucoup plus, ou en tout cas dans l'établissement ils s'attendaient beaucoup plus à une manifestation de parents ou d'élèves et à une intrusion dans l'établissement, mais personne évidemment n'avait imaginé ce qui allait se passer. Donc tout ça montre qu'il faut le connaître. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas donner à nos jeunes de 23 ans qui entrent en MEF l'idée qu'ils vont arriver ensuite dans la zone de non-droit et dans un univers terrible et particulièrement menaçant. Mais par contre, qu'ils sachent que dans cet univers, dans cet environnement, ils ont des points de repère qui leur serviront de soutien.
Voilà ce qui a conduit à faire évoluer les épreuves en ce sens. Après, j'ajouterais peut-être un dernier mot, parce que je pense que j'ai déjà parlé trop longtemps. Un dernier mot, si vous voulez bien, c'est sur la composition des jurys, parce que ça aussi, je sais que ça a fait grincer quelques dents, et notamment le fait d'introduire 2 personnels de direction ou 2 personnels administratifs sur l'ensemble du jury, ce qui, sur des jurys de CAPES ou de CAPLP, ne va pas représenter grand chose. En plus, il y a 10 000 précautions. J'ai regardé ça aussi ce matin. Je me suis dit, vraiment, là, on y va tout doucement, puisque toutes les commissions n'ont pas besoin d'avoir un personnel administratif. Si jamais il n'est pas là pendant toute la session, c'est-à-dire s'il est là une journée, ça ira bien. Bon, on a vraiment limité au maximum, si je puis dire, les obligations. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas ni avoir peur, ni freiner des cas de fer. Je crois que ça fait partie de cette idée que l'enseignant n'est pas seul et qui fait partie d'une communauté éducative. Et dans cette communauté éducative, il y a des proviseurs, il y a des inspecteurs territoriaux qui, de toute façon, étaient déjà dans les concours. Il y a des personnels administratifs de l'ADEC avec qui ils vont faire les sujets de bac, des services rectoraux, si certains d'entre eux sont pris dans les jurys, ce qui à mon avis ne sera pas tout de suite. Au départ, je pense que ça va être surtout des principaux et des proviseurs. Or, je pense que, et je terminerai par là, vous avez vécu comme moi l'expérience des concours, qui est tout autant une expérience professionnelle et intellectuelle qu'une expérience humaine. Et c'est là qu'on crée des liens. Et c'est là qu'on crée des liens sans représentation. Je le disais tout à l'heure entre SUPESCO, mais si on a partagé 4 ans ou 5 ans, 4 ans de jury avec un proviseur ou avec un principal, qu'on a sandwiché avec lui tous les jours pendant 17 jours d'oral, on n'a pas le même rapport au principal et au proviseur qui est celui qu'on va avoir en face ensuite dans sa première affectation. Donc, c'est aussi cette idée d'intégrer la communauté éducative et d'avoir son regard, et c'est passionnant de voir comment un proviseur ou comment un principal va appréhender la façon dont l'enseignant va se présenter, dans la façon dont il va lui-même exprimer ses motivations et voir comment il réagit. Donc, je crois qu'il ne faut pas être là dans une position de crainte ou de fermeture. Ces proviseurs et enseignants eux-mêmes, enseignement, et puis ils font partie des alliés, si je puis dire, en tout cas de ceux qui vont être ensuite avec les enseignants dans les établissements pour, dans le fond, faire la même chose, c'est-à-dire transmettre et faire progresser les élèves. Voilà, je termine, trop long. Pas du tout. Merci beaucoup, Caroline, pour ce panorama très large, très argumenté